Bonjour, je suis Alexis Imeros et vous écoutez Un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Mon invité du jour est une âme libre, anticonformiste et gourmande. Affamée depuis son plus jeune âge de savoir, de mots, de belles histoires à lire comme à raconter, cette épicurienne transalpine a choisi la France pour apprivoiser l'art de l'écrit. C'est en effet avec la ferme volonté de faire du langage à la fois son terrain de jeu et l'arme de son indépendance qu'elle quitte à 17 ans le giron familial pour rejoindre la France. À 20 ans, au début des années 80. Journaliste, elle use sa plume pendant près de 15 ans dans les pages d'une presse diverse et variée, mais c'est grâce au genre romanesque qu'elle est enfin reconnue par le grand public. Celle pour qui il n'y a aucune raison d'être écrivain à part la conviction intime d'être fait pour ça, se définit alors comme femme italienne et écrivain français. Et il faut mesurer la chance qu'on a, nous, lecteurs, de pouvoir nous immerger dans ces récits écrits dans notre langue, où on retrouve beaucoup d'elle-même, de sa liberté, de sa sensibilité et de ses convictions féministes, ainsi que de ses histoires familiales. Elle a pu dans ses romans nous entraîner dans un pays cadenassé, parfois triste, brutal et noir, mais aussi incroyablement drôle et fantasque, en nous faisant partager des vies, évoluant dans une Italie qu'elle semble autant aimer qu'elle s'en méfie. Cependant, la péninsule italienne ne monopolise pas toute son attention, d'autres sujets la passionnent. Et non, je ne parle pas du chocolat qui semble-t-il jouit des faveurs de son palais, mais d'un autre délice qui fut à croquer, Brigitte Bardot. Même si la comparaison peut paraître osée, l'icône tropézienne et la fève de cacao n'ont-ils pas en commun la sensualité sur un fond d'amertume ? Si j'évoque Bébé, c'est parce que mon invité du jour est l'auteur du roman Mes nuits sans Bardot, une plongée captivante dans la vie intime de l'actrice, vue par les yeux de sa voisine de Saint-Tropez, qui, obsédée par elle, lui écrit des lettres. Au fil des pages, un parallèle s'établit entre les existences pourtant très éloignées de ces personnages, et comme j'ai tenu à savoir sur ce qui lie le mythe de Bardot et cet écrivain qui se partage entre Paris et Venise, je lui ai donc proposé de me retrouver à Saint-Germain-des-Prés, non loin du lieu où Bébé s'est un jour violemment disputé avec Jacques Charrier. C'est donc au Hibou, et je vais prendre avec elle un café au comptoir. Buongiorno Simonetta Greggio. Buongiorno. Alors, femme italienne, écrivain français, comment c'est cette histoire d'écrire en français ? Ça naît comment ? Ça naît parce que j'étais en France quand j'étais vraiment toute jeune fille et il fallait bien gagner sa vie. Et donc il fallait pour ça s'exprimer dans la langue du pays. Si ça avait été chez Comment les on choisit la Inuits. France ? Parce que j'avais pas assez d'argent pour aller à New York. C'est vrai en plus. J'avais un billet de train qui arrivait jusqu'à Valorbe. Vous voyez, c'est vraiment à la frontière de la France. Et je l'ai pris un jour, enfin plutôt une nuit, parce que j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. Après, si vous voulez, je vous raconte cette histoire qui est quand même assez rigolote, triste mais rigolote. Les deux vont ensemble souvent. Et je suis arrivée juste aux portes de la France. Et à partir de là, j'ai pénétré, si j'ose dire, en territoire français. Mais j'étais vraiment gamine. Et je suis arrivée à 3 heures du matin, je me souviens. Et il avait neigé. Et j'avais des petites chaussures pas du tout adaptées. J'avais pas de manteau. Et il y avait la neige qui était presque au-dessus de ma tête. Et le café de Valorbe était évidemment fermé à 3 heures du mat. Et ce sont les cheminots qui m'ont offert un très mauvais café bouillu sur je ne sais quel étrange chaudron de la mort. Et donc voilà, mon entrée en France était complètement comme à la manière de Miyazaki, je trouve. Et à partir de là, de cette... C'est déjà romanesque. Mais totalement, quand je repense à ça, j'ai l'impression que c'est une autre fille quoi, qui est arrivée ici et qui a commencé à vivre une autre vie que celle qu'elle avait vécue jusque-là en Italie, avec ses parents, avec ses petits frères, à l'université de Padoue. C'était vraiment l'arrivée presque en temps de guerre, je dirais. Et en tout cas, ça a été une guerre. Il y a une différence entre écrire en italien, écrire en français ? Je n'en sais rien parce que j'ai toujours écrit en italien et en français. En français, je suis... On n'a peut-être pas les mêmes émotions au niveau des mots. Vous faites bien de me le dire parce que c'est vrai que ma langue française a été une langue de femme adulte finalement, une langue que je me suis forgée comme une cuirasse.
alors que l'italien, c'est ma langue d'enfance. Alors, est-ce qu'il y a une manière différente de s'exprimer? Sans doute. Moi, j'ai l'impression que je suis à la fois plus libre et plus corsetée en italien. Plus corsetée parce que j'ai quand même sur moi le poids des écrivains fabuleux qui sont mes mages un peu italiens. Et en français, cette liberté est là parce que quelque part, je ne serai jamais que l'invité de cette langue, que l'hôte de cette langue. Donc c'est curieux d'être à la fois libre dans cette langue française qui est devenue ma langue d'adulte et corsetée dans ma langue italienne qui est ma langue d'enfance et vice-versa, c'est-à-dire très libre en italien parce que forcément c'est ma langue maternelle et paternelle et complètement obligée de tordre la langue française dans tous les sens pour devenir une écrivaine française à mes oreilles en tout J'ai cas. l'impression que pour certains auteurs, et je pense à Vladimir Nabokov, à Milan Kundera, à vous également, Simonetta Greggio, qu'en fait il y a un attachement aux mots quand on n'écrit pas dans sa langue maternelle. Est-ce qu'on fait attention à utiliser le bon mot, spécialement justement quand on écrit en français? Encore une fois, c'est une question extraordinairement pertinente parce que lorsqu'on ne vit plus dans un pays, on cherche les mots justes pour dire les choses les plus clairement possibles parce qu'on se demande toujours si les vieux mots qu'on utilisait est toujours le mot qu'il faut. Est-ce que le mot est encore utilisé? Et exactement, mais c'est vrai parce J'ai que... pas dit usité finalement. Mais tout à fait, parce que moi j'ai encore les mots de mon enfance, les mots des années 70. En italien. Donc parfois, on me regarde comme si j'étais un peu une vecchio Quand vous parlez en reperto, italien, une, c'est ça? une antiquité, vous savez, un peu comme si je faisais partie d'une tribu qui était restée coincée dans les neiges et qui ressort Ça 40 ans démontre après. quelque Quoi. chose d'assez précieux finalement. Complètement, et puis très rare, puisque de temps en temps, je sors quand même des mots qui sont des mots qu'on n'utilise plus jamais. Qu'on n'a plus jamais utilisé. Et en français, c'est la même chose. Comme ce n'est pas ma langue, même lorsque je suis à la radio, je suis obligée de réfléchir à mes mots 47 fois avant de les utiliser, enfin de les manipuler ça fait même. beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. Il faut être très rapide dans sa tête. Et ce n'est pas toujours le cas. Mais est-ce que justement on n'a pas envie de faire vivre certains mots, de continuer à les faire exister? Mais regardez ce qui se passe dans le bardo. J'ai quand même été faire une sorte de dictionnaire intime de bardo. Les mots c'est joli, c'est épatant. Ben, il n'y a plus qu'elle qui les utilise. Enfin, Sagan... C'était pas tant. C'était épatant, oui, c'est vraiment Sagan. C'est toute une époque. Et vous savez, ici, pas ici au Hibou, mais ici à Saint-Germain, j'avais interviewé... à l'époque où j'étais encore journaliste, Juliette Gréco, et elle utilisait ces mots-là. C'est beau parce qu'on fait une sorte de retour dans le passé. Mais vous savez quoi, on va se donner un défi, vous et moi. Dans les prochains mois, on va pas arrêter de dire ah, c'était pas tant et on va lancer une nouvelle mode. On peut le faire. On disait c'est bat. C'est bat, oui c'est bat, B-A-T-H. Exactement, c'est bat. Ici on est dans un quartier qui est profondément marqué par la littérature. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve ici au Hibou pour parler littérature, pour parler de votre vie? Est-ce que c'est un endroit où vous vous sentez bien? C'est-à-dire, il y a beaucoup de cafés tout autour de nous, et ces cafés où il y a encore une intimité littéraire. Je pense que si, même si les maisons d'édition sont en train de s'échapper, c'est un peu la diaspora là quand même. Ça coûte bien trop cher maintenant. On peut vendre des vêtements mais plus des livres ici. Mais c'est exactement ça. Moi, quand je suis arrivée quand même à Paris dans les années 80, Saint-Germain, ça restait quand même le Saint-Germain de l'époque, je dirais, c'était la fin de la comète. Ça restait encore le Saint-Germain de Beauvoir, de Sartre. Voilà, et c'est vrai que j'ai quand même rencontré les grands monstres sacrés, Duras, etc. Je les ai rencontrés ici, dans les cafés, à la closerie, aux fleurs, etc. Et moi, j'étais vraiment une gamine. Et je me souviens, je me faisais draguer par les vieux messieurs un peu portant beau de la belle littérature française. À l'époque, il n'y avait pas de MeToo. Et même si ça me choquait, j'étais quand même bien contente de les voir de vrai parce que je me disais qu'ils existaient vraiment et pas que dans mes livres d'école. Ça vous choquait? Ça me choquait quand même parce qu'ils ne vous voyaient pas vraiment, ils vous voyaient un peu comme... Mon petit? Bah oui, c'était vraiment ça, c'était mon petit, quoi. Et c'est drôle parce que maintenant, 40 ans après, je retrouve ces vieux messieurs qui sont encore plus vieux, évidemment, dans les jurys auxquels dont je fais partie.
et c'est drôle, hein, je dirais pas, Ils je disent plus- citerai pas des ils ne- noms, Ils ne disent plus mon petit. mais ils disent plus mon petit parce que je suis plus trop leur petit, ni la petite de personne. D'ailleurs, je n'ai jamais été. Mais c'est vrai que les choses ont tellement évolué. Pourtant, ils sont toujours là. Hein, ils s'accrochent un peu aux branches, quoi. C'est un peu des vieux singes qui ont vu le vieux Paris et qui sont toujours présents. Et c'est drôle de voir quand même, oui, vous disiez bien, cette continuité qu'il y a malgré tout dans cet endroit qui s'appelle Saint-Germain. Saint-Germain, c'est également Boris Vian. On parlait tout à l'heure de Sébat, c'était pas tant, mais on entend ça dans les chansons de Boris Vian. Est-ce que la littérature, la rencontre dans les cafés, la rencontre avec les personnes qui écrivent, la rencontre avec les personnes qui lisent, elle existe encore selon vous? Moi, oui, complètement. Alors, si vous allez au Flore, vous avez toute la vitrine, je dirais, qui est faite de touristes, etc. Mais si vous allez au premier étage, vous allez encore des gens qui sont en train de discuter de littérature. Ça se fait encore. Il faut savoir que quand même, à l'époque où moi je suis arrivée à Paris, il y avait encore... il n'y avait pas de téléphone portable, donc vous pouviez vous faire appeler au Flore et on vous appelait au haut-parleur. Avec le téléphone qui est au bar. Et il y avait la cabine du téléphone qui était au premier étage, près des toilettes. Et c'était c'était vraiment épatant. C'est pas tant. Parce qu'on vous appelait, on disait Simonetta Greggio est appelée à la cabine, au téléphone du premier étage. Merci. Et c'était drôle, quoi, parce que tout le monde vous regardait. Disait, maintenant, voilà, on sait qu'elle s'appelle Simonetta Greggio, c'est drôle. Donc vous vous faisiez appeler presque exprès pour exister dans cet endroit où on appelait Sartre, Beauvoir, etc. Et c'était hyper drôle parce qu'il y avait aussi une pancarte un peu ironique, un peu Man Ray, un peu vraiment. C'était drôle de voir cette pancarte qui disait la fumée de la pipe incommode certains de nos hôtes. Merci d'éviter. C'était marrant. Et cette pancarte, on l'a enlevée il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que vous avez l'impression finalement qu'entre cette époque où vous étiez journaliste à interviewer des personnalités et aujourd'hui, effectivement le monde a changé, on ne va pas enfoncer des portes ouvertes, mais les interviews ont changé entre les personnes. Est-ce que les personnes livrent moins? Est-ce qu'on est plus dans un exercice de communication quand on est artiste et qu'on doit parler de soi? Je pense que la magie perdure, c'est à vous de la faire renaître chaque fois. Et je pense que c'est pas une question de communication entre les personnes, c'est une question de résonance. Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, tout le monde dit n'importe quoi à n'importe quel moment et personne n'écoute. C'est juste ça le problème. Mais quand on fait quelque chose... Peut-être que la pensée elle devient de plus en plus étriquée et qu'on doit Non. concentrer son message. Non, je pense pas. Je pense que la pensée reste ce qu'elle est, ce qu'elle a toujours été. C'est à nous de faire des choix. C'est à nous de prendre le téléphone et de le mettre très très loin de notre lit quand on dort ou très très loin de nous quand on déjeune avec les personnes qu'on aime. Il faut pas que ça rentre de manière si prépotente, si horriblement arrogante dans notre vie. Puis surtout, ces messages trop martelés qui sont du blanc et du noir, quoi, manichéens, c'est ça qui nuit à notre compréhension du monde. Mais je pense que c'est à chacun de nous de faire des choix de quiete interiore, de quiete intima, c'est-à-dire de liberté intérieure, de laisser cet espace libre à notre pensée, à ce qui est là, je sais pas moi, le fait de regarder le ciel, d'écouter le vent dans les arbres, etc. C'est à nous de le faire. Hein. Je pense que les réseaux sociaux sont juste la voix du diable, mais on n'est pas obligé de l'écouter. Ouais, vous vous en servez beaucoup pour défendre les causes qui vous sont chères. Bien sûr, mais je m'en sers justement. Je n'en suis pas... Aussi bien politique, revendicatrice. Complètement. Je vous sens, quand je vais sur votre compte Instagram, eh bien, que ce soit des messages féministes, antispécistes, ils sont là. Bien sûr, et c'est très bien de s'en servir, mais encore une fois, je n'en suis pas dupe. C'est-à-dire que je ne leur permets pas de prendre une place prépondérante dans ma vie. Je m'en fous des réseaux sociaux. Si demain je devais prendre mon téléphone portable et les jeter à la poubelle, mais je serais la plus heureuse des femmes. Et je finirais peut-être par le faire. Parce que de toute façon, à quoi ça sert de parler dans le vent si on ne vous écoute pas ?
À quoi ça sert de faire des messages antispécistes, féministes, etc., s'ils sont perdus Dans la dans les masse. milliards et Mm. milliards de messages totalement ridiculement cons qu'on reçoit tous les jours? Je parle de ces engagements et ça me permet de faire un lien avec la personne que vous étiez quand vous êtes arrivé en France. Ces engagements qui se sont formés, cette certitude, je pense notamment au féminisme en fait, que j'ai pu déceler profond en vous. Comment ça s'est développé sur toutes ces années? Ce sont des étapes, je pense. Mon premier livre, mon premier roman, qui date maintenant d'il y a 20 ans, pile, s'appelle La douceur des hommes. C'est pas par hasard. Je pense que mon féminisme est totalement inclusif. Je pense que, Parce que oui, il y a un amour des hommes qui est bien sûr, prégnant mais et bien une sûr, méfiance en même temps. la méfiance, ça va de soi parce que vous êtes quand même des sacrés, Prédateur? ouais, connards quand il faut le dire, quoi. C'est-à-dire que vous êtes tellement imbibé de testostérone que vous écoutez rien. Et il faut vraiment hurler plus fort que vous pour que... Il faut presque faire votre bien malgré vous, quoi. Et je pense que si le monde a une chance, et je ne suis pas certaine, mais une chance d'aller mieux, c'est parce que les femmes auront hurlé assez fort pour que les hommes entendent. Je pense que le message va passer par nous. Je pense que c'est à nous de vous prendre par la peau des fesses On a et de l'impression de voir une mère ramener... avec ses enfants en fait. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que je pense que vraiment c'est à cause des hommes et des hommes blancs que les choses vont si mal. Je sais que c'est un discours battu, rébattu et dont on nous a rabâché les oreilles, mais c'est la vérité, quoi. Ce sont les hommes blancs qui font les guerres, ce sont les hommes blancs qui détruisent la terre, ce sont les hommes blancs qui font de la bourse à un niveau complètement étonnamment sans vergogne. Non, il faut qu'on arrête tout ça, quoi. Il faut qu'on arrête d'être aussi con. De toute façon, vous savez, le monde a commencé sans l'espèce humaine, ça se terminera sans l'espèce humaine. Mais tant que l'espèce humaine est là, peut-être qu'il faudrait en faire quelque chose de mieux, tous ensemble. C'est pas une question de féminisme, c'est une question vraiment de C'est se donner humaniste. la main, bien sûr, Ouais. mais bien sûr. Et tout est lié. Et on me dit, oh là là, mais alors, hier il y avait excusez-moi de faire une digression, mais hier dans le Corriere della Sera, il y avait un titre qui disait le monde est en train de se casser la gueule et nous, on regarde les baleines. Ben oui, bien sûr qu'on regarde les baleines, parce que sans les baleines, le monde des hommes va s'effondrer. Toutes ces espèces de la biodiversité qui sont menacées, mais c'est nous, on ne se rend pas compte à quel point nous sommes un corps, c'est organique le monde. Si vous avez un doigt qui est infecté, vous croyez que quoi? Que vous allez couper le doigt et que tout va aller bien? Non, c'est tout le corps tout entier qui est impacté. Et on ne comprend pas ça. On ne comprend pas que le discours féministe, c'est le discours antispéciste, c'est le discours anticapitaliste. Voilà, et tout va ensemble. Donc vous êtes profondément engagé. Ah ben profondément, on ne peut pas faire autrement. En colère et engagé. Je suis très très en colère. Vous êtes plus en colère qu'avant même. Ah ben j'ai toujours été en colère, mais elle était peut-être moins dirigée et moins soutenue par une pensée qui est beaucoup plus organique maintenant, bien sûr. Et Précisée, c'est ça? Elle est précisée cette pensée? Ah oui, elle est très aiguisée. Et j'ai l'impression d'être tous les jours moins conne que la journée précédente. Et heureusement que je suis en train vraiment d'aller vite dans ce que je comprends. Parce que je peux vous dire que pendant des années, j'ai été quand même une boomer qui a complètement profité du voyage. C'est-à-dire que j'ai été quand même un jour à Londres, le lendemain à Toronto, et puis le lendemain encore à Vancouver, et puis à New York, et puis à Tokyo, etc. Et j'ai vraiment profité d'une manière totalement, oui, je dirais le mot, encore une fois, je le répète, sans vergogne de ce que le monde pouvait me donner. Vous Mais à trouvez que ça, l'époque, c'était indécent de votre part? maintenant, oui. Maintenant, je Avec le trouve que recul? c'est... Ah ben bien sûr, mais à l'époque, dans les années 80-90, maintenant, on n'avait pas la sensation que on était en train de se casser la gueule et d'amener le monde avec nous. On n'avait pas cette impression-là. On avait l'impression d'aller très très vite dans un monde postmoderne, mais c'est
côté postmoderne, ça Vous nous pensez qu'il y a eu faisait une pas peur. ivresse finalement Totalement. qui a entraîné chacun dans Totalement. une spirale où on Ouais. se dit bon, ça continue. Mais on a bouffé le monde. Mais est-ce qu'on est tout le temps là-dedans, peut-être? Complètement. On est complètement là-dedans, sauf que maintenant, je crois que les jeunes gens ont un sentiment de désespoir que nous, on n'avait pas. Nous, on était dans une ivresse, point. Alors que les jeunes gens, ceux qui ont 20, 25, 30 ans aujourd'hui, ont un côté désespéré. Ils se demandent s'il y a une chance. Alors que pour nous, il n'y avait même pas l'idée d'avoir une chance. Ça faisait partie du monde d'avoir, pas une, mais plein de chances. Et la chance tout court, d'ailleurs. Moi, ce que je me demande, c'est que quand on se dit qu'on a peu de chances que ça s'arrange, au final, on se dit, bon, continuons tel que c'est. Exactement. Ah en roue oui, libre. oui, exactement. C'est peut-être un danger encore plus grand. Mais non, mais c'est pas un danger, c'est juste que il n'y a pas de volonté politique non plus qu'on ouvre les yeux, parce que c'est trop bien comme ça. Les riches sont très très riches, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. On fait pas la guerre à la pauvreté, on fait la guerre aux pauvres, comme disait l'abbé Pierre, qui avait vraiment raison. Et si vous voyez les gouvernements européens, franchement, ça donne pas envie, quoi, que ce soit Macron, Mélanie, Orban, toute la bande, les c'est pas des gens qui seraient mes copains, mais jamais, quoi. Ce ne sont pas des personnes que je respecte dans leur manière de fonctionner, dans leur manière de penser, dans leur manière de nous imposer quelque chose qui va à l'encontre du bien du monde. Simonetta Greggio, on va faire un vrai ou faux. Oui. Un café au comptoir. Vrai ou faux, on peut gagner le cœur d'un homme avec une bonne mousse au chocolat. C'est la question. C'est la question. Est-ce qu'on peut gagner le cœur d'un homme avec une mousse au chocolat? C'est vrai ou c'est faux? J'ai le souvenir de quelques mousses au chocolat dont on a goûté franchement, une petite cuillerée, c'était bien suffisant pour gagner les cœurs des deux, d'ailleurs. Je pense que c'est juste une entrée en matière, mais si le chocolat est bon, le reste le sera aussi. Parce que la nourriture, l'art de la table, ça c'est quelque chose qui est important pour vous. Mais bien sûr, cuisine. mettre une table, c'est déjà faire un lit. Nous sommes vraiment dans la formule. Vrai ou faux, l'Italie est plus drôle que la France? Ouais, l'Italie est plus drôle que la France. C'est tragicomique, mais c'est quand même comique. Alors que la France, parfois, elle me fait vraiment pas rire. De moins en moins, d'ailleurs. Vrai ou faux, vous avez fugué de chez vous à 17 ans, vous étiez recherché par les carabiniers et vous avez fini votre cavale à Capri. Et après Capri, oui, c'est fini. vrai. C'est vrai. Quand je suis partie de la maison, papa est devenu complètement fou et il m'a fait rechercher par la police, sauf que c'était en 78 et je peux vous dire que la police italienne avait autre chose à faire que chercher une petite fugueuse. Et je suis arrivée à Rome d'abord. Et les carabiniers étaient sur les pieds de guerre parce que c'était juste après la mort de Aldo Moro, donc qui avait été enlevé et tué par les Brigades Rouges. Et j'ai fini ma cavale à Capri à Noël. Et c'était un Noël totalement bizarre parce que vous imaginez Noël à Capri complètement désert. Oui, c'est pas le Capri d'aujourd'hui. Voilà, puis c'était le Capri presque de la Dolce Vita. Vrai ou faux, être flexitarien, c'est l'avenir? N'importe quoi. C'était pour vous faire réagir. Je sais bien, mais ce sont, vous savez, des gens qui vous disent « Ah, mais moi, j'ai vachement réduit la viande. » Mais c'est pas la viande, patate. Ça s'appelle pas de la viande, ça s'appelle des animaux morts. Ça s'appelle tuer des animaux. Et si les abattoirs n'avaient pas de parois, ou si les abattoirs avaient des parois en verre, ou si tu devais toi-même découper la viande, comme tu dis, la bête que tu manges, mais tu mangerais moins de viande et moins de bêtes. Et d'ailleurs, vrai ou faux, vous avez déjà tué un poulet? Bien sûr que de vos propres mains. Mais bien sûr que si, parce que quand j'étais gamine, j'habitais à la campagne et que ma grand-mère m'avait dit c'est tuer un poulet, le plumer, etc. C'était l'acte premier des fêtes, des vraies fêtes. À l'époque, on mangeait pas autant de viande que ça. Maintenant, aujourd'hui, les élevages intensifs sont à la base. C'est un des très grands scandales du monde. Pour tout, pour la santé du monde, pour la santé de la terre, pour les animaux eux-mêmes, pour ce que ça rejette. Enfin, c'est juste insupportable. On dit oui, mais l'homme a toujours mangé de la viande. Mais quelle idée complètement ridicule. Mais allez étudier un tout petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire de l'homme. Tout ça, ce sont des narratifs qui sont délétères et qui sont porteurs, en fait, de cette espèce de nonchalance avec laquelle on va
tous droit dans le mur. Je ne vais pas refaire chaque fois la morale parce que mes frères me disent oh là là, qu'est-ce que tu es lourde, tout en mangeant de la mortadelle qui va leur faire mal au ventre pendant les 10 prochaines années. Mais c'est pas grave, je continuerai quand même à le faire. Mon petit doigt me dit que avoir travaillé sur Brigitte Bardot, ça a participé à vous faire prendre encore plus conscience de tout ça. Je me trompe ou pas? En réalité, quand j'ai commencé à faire cette grande traversée sur Brigitte Bardot pour France Culture, j'étais encore, comme on dit, flexitarienne, donc idiote, quoi. Vraiment idiote. Et puis la réalisatrice avec laquelle j'ai bossé, Julie Bérissy, me voyait mais vraiment changer jour après jour. Elle me disait, mais je sais pas ce qui t'arrive, ma pauvre chérie, mais t'es plus aussi marrante qu'avant. Et je dis, mais si c'est être marrante que manger... du lapin grillé, bah oui, je suis nettement moins marrante qu'avant, puisque tu sais quoi, je vais arrêter complètement tout ça. Et je vais un jour, vraiment vous ne arrêter. finissez plus votre steak. Et je finis pas mon steak et je rejette l'assiette. Et je dis mais plus jamais je ne mangerai d'animaux, plus jamais. Mais ils m'ont rien demandé. Et c'est vraiment par Brigitte Bardot que ça s'est fait. C'est-à-dire que cette femme a le pouvoir, quand même, avec son espèce de colère intacte, de vous faire prendre parti. Vous voulez continuer vraiment à être du mauvais côté? Faites-le, mais faites-le en conscience. Et même moi, cette conscience-là m'est venue à travers elle, et je ne peux pas faire semblant. Parce que vous sortez ce roman, c'est un roman hein, vraiment, hein, qui s'appelle Mes nuits sans Bardot, roman dans lequel un personnage écrit des lettres à Brigitte Bardot, et puis Brigitte Bardot prend également la parole dans ce livre à travers vos mots. Moi, ce que je me posais comme question, en faisant le lien entre Brigitte Bardot et vous, votre histoire, est-ce qu'une Brigitte Bardot italienne, ça aurait pu exister? Très bonne question. Est-ce qu'en Italie, on est sorti d'affaires plus qu'en France ou pas? C'est un peu ça la question. Il y a de ça. Bah, vous voyez le film dont tout le monde parle, C'è ancora domani, ce film qui a fait plus d'entrées en Italie que La Vita è Bella ou d'autres très grandes entrées cinéma. Al Botteghino. Le film de Paola Cortellesi est un film profondément féministe où on met en scène une femme qui se prend débranlée par son mec un jour sur deux ou voire tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui en Italie c'est toujours possible de voir un film comme ça en se disant oh là là qu'est-ce qu'elle nous fait voir, ça n'existe plus? Ben non, parce que ça existe toujours. Ça existe en France aussi. Ça existe en France aussi, mais peut-être qu'en Italie c'est encore plus ancré. Je pense que le mot patriarcat est un mot tellement ancré qu'on va faire semblant que le patriarcat n'existe pas. Tellement c'est ancré. En France, c'est assez drôle parce que le mot patriarcat existe toujours, mais on l'utilise beaucoup moins parce qu'on sait qu'on va se prendre des baffes quand on va l'utiliser à mauvais escient. Mais vous voyez, il y avait encore Julia Foyce, qui est une formidable écrivaine et qui fait de la radio magnifiquement. L'autre jour, elle était sur un plateau de télé et elle disait à quel point une femme, un enfant violés ont encore du mal à être crus quand ils vont déposer plainte. Vous savez ce qu'on lui disait sur le plateau? On ne vous croit pas. C'est drôle, cette femme qui dit on ne nous croit pas, on lui répond on ne vous croit pas. En fait, Brigitte Bardot, on l'aperçoit comme très féministe à travers vos mots. Alors que finalement, c'était une idée qu'on n'aurait pas eue de prime abord. Heureusement que le temps est là pour nous permettre de devenir moins bêtes. Peut-être qu'on oublie des choses. Mais c'était une pionnière. Elle était féministe avant les féministes. Elle était végétarienne avant les végétariens. Elle était antispéciste avant les antispécistes. Elle était pour les animaux avant la protection des animaux. Elle a fait sa fondation avant que tout ça ne devienne que finalement très banal. Elle dit le féminisme, je m'assois dessus. Oui, si on veut, parce que c'est pas une grande intellectuelle, donc elle va pas le dire par les mots. D'ailleurs, les mots, c'est pas vraiment son fort. Hein. Mais c'est les actes qui sont son fort. Ça a toujours été une femme libre. Mais c'était une femme libre, mais dans une société qui ne laissait pas les femmes être libres. On est d'accord ? Bien sûr. D'ailleurs, à l'époque où elle a commencé à être très riche, elle avait plus d'argent. Elle faisait rentrer plus d'argent en France que la Régie Renault, donc vous vous rendez compte. Une seule femme, elle toute seule. Mais elle n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque.
Il ne faut pas oublier ça. Hein. L'argent passait par le compte en banque de son père ou de son mari. Donc c'était encore Madame Jacques Charrier ou Madame Roger Vadim. C'est n'importe quoi. Hein. Ce qui créait des problèmes évidemment dans son couple. Ça a toujours été... Moi, c'est ce que j'ai découvert. Hein. C'est-à-dire que donc, j'ai découvert un Jacques Charrier qui vit mal finalement de gagner moins que sa femme, que dans son milieu, ça ne se fait pas. Il était fils de militaire, c'était quelqu'un de très... dans une bourgeoisie extrêmement corsetée, alors que Brigitte Bardot, qui venait d'une très grande bourgeoisie, quand même tout à fait corsetée aussi. Hein. D'ailleurs, son langage, sa manière de se mouvoir, sa manière de fonctionner était vraiment... c'était une grande bourgeoise. Hein. Mais Jacques Charrier n'était pas équipé pour une Brigitte Bardot. Et c'est vrai que ces deux-là se sont tapés dessus comme à la guerre, quoi. Charrier a tapé sur Bardot, mais Bardot ne se laissait pas faire. Peut-être qu'aucun homme n'était vraiment équipé, si je reprends votre mot, pour être avec Brigitte Bardot. Mais elle n'était pas équipée non plus pour être avec des hommes, parce que je pense qu'elle s'est complètement trompée. Elle pensait qu'être désirée, c'était être aimée. Mais c'est vraiment ce que les femmes... les jeunes femmes ont comme problème. On est, comment vous dire, le désir et l'amour, c'est vraiment pas la même chose. Il va falloir développer. Non, oui, mais évidemment, parce que le désir et l'amour, c'est pas la même chose, mais on imagine toujours que au début il y a désir et que ce désir finalement peut se traduire en amour, peut se développer en amour. Parfois, pas souvent. C'est pour ça que quand on se marie par désir, forcément, on va se casser la gueule par manque de désir. Et peut-être que c'est très compliqué de faire durer le désir, d'entretenir la flamme, comme on dit. Si le désir, c'est ça. Mais je trouve que c'est très très con comme truc, entretenir la flamme. La flamme, vous avez déjà essayé d'entretenir la flamme dans une cheminée, une flamme qui ne veut pas prendre, une flamme qui ne va pas rester, ou quand il y a du vent dans une cheminée, ça ne tient pas la route, ça enfume partout, etc. Je pense que la flamme a son fonctionnement interne qui nous échappe quelque peu. Et je crois que les désirs ne subsistent que dans le manque. Si il n'y a pas de manque, il n'y a plus de désir. Et comme dans l'amour conjugal, enfin en tout cas conjugalisé, il y a une sorte de sécurité qui s'installe, le désir il se barre. Ça a l'air triste finalement. Non, c'est très gai. Vous n'avez que plus qu'à désirer quelqu'un d'autre. C'est ce que faisait Brigitte Bardot. On passe d'histoire en histoire. On passe d'histoire en histoire, mais qu'est-ce que l'amour? Moi, ça fait 60 ans que je suis sur cette terre et si je croyais que l'amour était quelque chose quand j'étais gosse, maintenant cet amour-là est devenu beaucoup plus diffus, beaucoup plus généralisé. J'aime infiniment la vie, j'aime infiniment ma vie, j'aime infiniment les animaux, les hommes, ma mère, les arbres, les livres. Je n'aime plus, je ne canalise plus mon amour comme avant, ça c'est vrai. Mais est-ce que c'était de l'amour? Je n'en suis pas certaine. En tout cas, c'était des grandes obsessions. Il y a l'amour de Bardot? Il y a l'amour pour cette femme qui est une sorte de figure tutélaire. Parce que j'ai l'impression quand même presque une obsession. Alors, c'est très curieux parce que c'est vraiment... On me l'a presque imposé, cette Bardot qui est devenue si importante à mes yeux. Vous n'en vouliez pas au début? Non, je n'en voulais pas au début. Je pensais que c'était une vieille conne réac, alors que c'est tout sauf une vieille conne réac, quoi. Elle est un peu vieille maintenant, certes, elle a 90 ans cette année. Mais elle a aussi voté Mélenchon. Enfin, c'est vraiment... c'est pas une femme politisée, c'est pas une femme politique. C'est une femme qui dit beaucoup de conneries au c'est ça, vous niveau vouliez donc de pas du tout de ce sujet? Non. On vous a presque forcé à en faire une émission? Oui. Et je l'ai 10 heures découverte. d'émission. Voilà, et je l'ai découverte à travers cette émission de France Culture. Ouais. Et après ces 10 heures d'émission, tiens, on en fait un livre. Oui, c'était pas si con que ça. Et c'était assez drôle de voir à quel point elle restait totalement divisive. Et ça m'a beaucoup plu parce que je déteste tout ce qui est manichéen. Je déteste qu'on soit noir et blanc. J'aime bien quand vous dites divisive. Oui. C'est-à-dire que vous faites des ennemis.
Ouais. Ah oui, oui, oui. en traitant Bardot. Ah, mais j'ai perdu des amis, oui. Il y a eu de la casse. Et il y a eu des gens qui m'ont dit, oui, mais tu te rends pas compte, tu donnes de la voix, tu donnes de l'espace médiatique à quelqu'un qui n'a pas à être là, qui porte des messages qui ne sont pas, voilà, qu'on ne voit pas et qu'on ne veut pas écouter aujourd'hui. On pense évidemment au Front National, au Rassemblement Bien National qui transparaît à travers l'image de Bardot Bien qu'on a sûr, aujourd'hui. mais sauf elle s'est mariée avec quelqu'un qui était très proche, effectivement, de la femme, de l'ex-femme, de l'ancienne femme, je crois Pierrette, de Le Pen. Mais enfin, cette femme-là, elle peut tout aussi bien être avec Giscard d'Estaing, dont elle était très très proche, ou Chirac, dont elle était très proche aussi, alors c'est des figures de droite, bien sûr, mais de Mélenchon aussi. Si Mélenchon nous fait une petite proposition de loi demain pour la protection des animaux, je peux vous dire qu'elle votera Mélenchon. Mais complètement. Donc elle peut vous donner des interviews à valeur actuelle, mais pourquoi pas, je ne sais pas moi, à Plenel chez Mediapart. Elle s'en fout. Elle est totalement parce que, en fait, transversale. c'est un peu comme sa chanson. Moi, je joue. Mais oui, je joue contre jour. Mais c'est vrai. Cette femme est dans les actes, pas dans les paroles. C'est ça qui m'a complètement époustouflée chez elle. C'est son côté impulsif. C'est son côté totalement, je m'en balance. Je m'en balance complètement. C'est vraiment ça. Elle s'en balance. C'est pour ça qu'elle m'a jamais répondu. Et elle a raison de ne pas me répondre. Je n'ai pas à faire des incursions dans sa vie privée. Je l'ai fait quand même parce que c'est un personnage public, donc je me le suis permise. Mais je lui demande pardon. Parce qu'elle parle toute seule et elle dit toute seule ce qu'elle a à dire. Parce que vous êtes allé devant chez elle, à côté de la madrague. Tout le monde y va. Hein. En plus, elle vit plus vraiment là. Elle vit dans sa garrigue et je peux vous dire que sa garrigue est beaucoup plus protégée que la madrague. La madrague est ouverte aux 4 vents. Et moi, j'ai plein de copines qui vont en jogging, juste déposer des fleurs et revenir. Il y a toujours ces chiens qui sont là. De temps en temps, elle est là. Elle a quand même 90 ans, des béquilles. Elle va bien. Elle a toute sa tête. Je crois qu'elle continue de fumer je ne sais combien de clopes tous les jours. Je crois qu'elle continue de boire quelques verres de champagne, un peu plus que nous tous, qu'elle est comme un immortel. Mais vraiment que voilà, quoi, qu'elle dure, quoi, cette femme. Je veux vraiment pas qu'elle meure. Je veux vraiment qu'elle continue de sauver les bêtes de cirque, les chevaux qui sont amenés au Japon pour en faire des sushis. Et heureusement qu'elle est là, quoi. Si elle vous proposait de prendre un café, un de ces jours, ou un verre de champagne. Je crois que j'irai un peu à reculons parce que je pense qu'elle est un peu rude. Elle vous engueulerait ? Ouais, je pense, ouais. Je crois. Si quelqu'un un jour vous fait la même chose, vous envoie des lettres et puis... Je crois que je l'engueulerai aussi. Je l'engueulerai aussi. On va dire que j'ai eu de la chance parce que je me suis pas fait engueuler en vous demandant en interview. On est dans un café, on a pris des cafés, on va faire quelques petites questions sur les cafés parce que en fait cette émission s'appelle Un café au comptoir. On va orienter sur ce qu'on boit en Italie. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs la différence entre un limoncello et un limoncino ? J'espère jamais connaître cette différence. C'est marrant parce qu'en France on fait des tas de choses presque italiennes qui ont l'air quasi italiennes mais qui sont vraiment pas italiennes. Et je me bats contre ça depuis des années, depuis que je suis ici, contre ces espèces de clichés français. Mais qu'est-ce qu'on fait de si mal ? Je sais pas, un spritz à l'apérole par exemple. Je dis pas qu'on ne le boit pas en Italie aussi. Hein. Mon frère a ces très mauvais goût de boire des spritz à l'apérole. Le spritz, c'est qu'en Paris ? Bah oui, évidemment. Ok. Moi, j'ai appris donc que le limoncino est produit en Ligurie avec des citrons de Cinque Terre. Et le limoncello est produit sur la côte amalfitaine, près de Naples. Oui, après, ce sont vraiment des minuscules nuances pour dire la même chose. Hein. Vous nous faites chier, en fait, ça veut dire ça. Hein. Oui, c'est un peu réponse, ça. Vos questions, elles sont cons. Alors, pourquoi le cappuccino s'appelle-t-il cappuccino ? Ah, quelle bonne question. Vous le savez, vous ? Ouais. Allez-y. Ah, vous savez pas ? Non. Parce que c'est pas italien du tout, le cappuccino. Aucun lien avec l'Italie, mais c'est avec la cappuccio, de l'ordre monastique des Capucins, qui avait à peu près la même couleur que ce café avec du lait dessus. C'est très mignon comme explication. Voilà, cappuccino. Vous buvez des cappuccinos, vous ?
Oui, ça m'arrive. Quand je suis avec ma maman, d'ailleurs, je vais y être demain. Je bois des cappuccinos parce elle adore le cappuccino, c'est la reine des cappuccinos, donc je le bois. Et j'aime bien ça, je n'en bois d'ailleurs qu'en Italie. Le café corretto, C'est avec la grappa. c'est avec la grappa? Oui, de toute façon, avec des trucs alcoolisés dedans. C'est pas un truc qu'on a inventé ici alors, c'est ça? Le café corretto, c'est ce que les hommes buvaient toujours après le repas du dimanche. C'est un peu comme ouais. notre café Calva, Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça, avec un meilleur café peut-être, pardon. avec un meilleur café. Puis... Merci. De rien. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview, d'ailleurs qu'on a enregistrée 2 fois, parce que la première fois je me suis fait voler l'enregistreur, donc j'ai eu la chance extrême de pouvoir vous rencontrer une seconde fois. Mais c'était bis repetita. C'était très bien de recommencer à dire des choses sur les mêmes arguments en essayant d'affûter un peu nos armes. Et puis de changer également certaines questions. Merci beaucoup. Je rappelle que ce livre Mes nuits sans Bardot est disponible dans toutes les bonnes librairies, également sur les internets comme on veut, Chez Albin Michel. chez Albin Michel. Et c'est une formidable histoire qui raconte Bardot, qui raconte beaucoup de choses de vous également. Et vous mettez beaucoup de messages à l'intérieur, des messages féministes, des messages sur tout votre engagement par rapport aux animaux. À lire. Merci infiniment, Simonetta Greggio. Merci beaucoup. Vous avez écouté Un café au comptoir. Petit mot habituel de chaque fin de podcast, eh bien, allez sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles, c'est encore mieux. Et puis surtout, laissez-nous un petit mot pour expliquer comment c'était bien ce podcast, comment vous l'avez aimé. Vous mettez n'importe quel pseudo, on s'en fout. En tout cas, nous, ça nous offre de la visibilité. Allez partager ce podcast avec vos amis, vos collègues, votre famille, allez, qui vous voulez. En tout cas, merci d'être ici et à très 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 bientôt pour un nouveau café au comptoir.